Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Zulfillaoun, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de stabiliser un petit peu le cadre, comme ça on peut tous bien se voir. Alors, pour cette troisième vidéo de cette journée, je voulais m'attaquer à une thématique qui nous préoccupe tous. Il y a une question qui revient sur toutes les lèvres. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question suivante. Pourquoi la communauté internationale est restée insensible face à la répression qui se déroule en Algérie? Pourtant, c'est une répression qui est massive, qui est inquiétante, qui est alarmante, qui est de plus en plus brutale. Mais pourquoi la communauté internationale, à l'exception de quelques ONG, comme Reporters sans frontières, Amnesty International, rarement Human Rights Watch, et quelques ONG, quelques activistes installés à l'étranger, personne ne parle de l'Algérie? Absolument personne. L'Algérie est devenue un trou noir, elle n'a pas le droit, elle n'a jamais été traitée en tout cas, par la presse internationale, par la communauté internationale comme étant un foyer de sous-tension, ou de tension, alors que les libertés publiques et individuelles sont en train de disparaître, pratiquement, et que les emprisonnements politiques et les détentions arbitraires sont devenus monnaie courante. On ne peut pas dire monnaie courante, voilà. Je pense qu'un débat s'impose là-dessus, un éclairage. Il est vrai, quand on voit comment la presse internationale parle de l'Iran, on parle du Liban, comment elle parle de l'Ukraine, comment elle parle d'autres pays où il y a des crises politiques, le traitement accordé d'Algérie est totalement différent. D'abord, un constat. Bien sûr, l'Algérie, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de violence extrême. Il n'y a pas de mort. Réellement, il n'y a pas de mort. Il faut dire la vérité, il n'y a pas de mort. Du coup, l'intérêt des médias internationaux, de la communauté internationale, il baisse un petit peu. Il peut perdre de la même intensité que celui qui est exprimé à l'égard de l'Ukraine ou de la Libye ou d'autres pays en Afrique, comme le Congo, l'Éthiopie, etc. Ça, c'est compréhensible. Par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que le régime algérien est machiavélique, il est intelligent. Il réprime, mais dans certaines règles. Il réprime dans les règles de l'art, entre guillemets. Avec tout ce que cela implique. Le régime algérien ne tue pas. Il n'a pas tiré avec des balles réelles. Il n'a pas massacré une population. Je parle de la crise de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ne me parlez pas de la décennie noire. La décennie noire, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Les médias internationaux n'étaient pas aussi développés, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas... Donc l'Algérie, et ce qui s'est passé en Algérie, c'était à huis clos à l'époque, et même la communauté internationale en a parlé, on a parlé peut-être même pas assez, parce que le monde de l'époque, avec l'effondrement de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide, l'effondrement de la réunification de l'Allemagne, la fin du mur de Berlin, tout ça, il y avait des éléments géopolitiques qui expliquaient que pratiquement en Algérie, ça s'est passé en silence. Mais bon, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort en Algérie. Il y a eu 2 ou 3 morts, un bousculade. On parle d'un mort à la suite d'un tir un éborgné, mais ça n'a jamais été confirmé. Mais officiellement, de manière factuelle, de manière prouvée, de manière scientifique et concrète, il n'y a pas eu de mort. Le régime algérien n'a jamais tué. Le régime algérien a torturé quelques-uns, il a violenté, il y a eu des violences policières, il y a eu des violences lors des arrestations, lors des auditions, lors des gardes à vue, il y a eu même quelques actes de torture, il y avait même 1 ou 2 militants qui ont été violés, mais ça n'a pas été massif, ce n'était pas systématique. Le régime algérien, pour ménager la communauté internationale, pour ne pas éveiller les critiques et causer la colère des membres de la communauté internationale, notamment des puissances mondiales, notamment des instances onusiennes, parce que le Haut Commissariat des Nations Unies chargé des droits de l'homme ou de la promotion des droits de l'homme, on a parlé à Genève. Le fameux Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, avec ses représentants, ils ont fait des communiqués, ils ont parlé des détentions politiques, des détenus politiques, de la répression, des rapporteurs spéciaux de l'ONU qui sont les fonctionnaires chargés par les Nations Unies, notamment le Haut Commissariat chargé de la promotion de la défense des droits de l'homme, de rédiger des rapports sur la liberté d'expression, sur la situation dans les prisons, l'état de droit, les libertés religieuses et individuelles et publiques. On parlait de l'Algérie, mais ils ont parlé de l'Algérie en des termes pas excessifs, ou là en des termes qui correspondent à une certaine réalité qui est la suivante, que le régime algérien a réprimé intelligemment. Il a réprimé de sorte à ce qu'il ne soit pas catalogué comme étant un régime criminel. L'Algérie, ce n'est pas la Birmanie, ce n'est pas le Soudan, ce n'est pas l'Iran. Il n'y a pas eu 200, 300 morts. Et malheureusement, la règle
c'est pas une règle, mais c'est un principe qui est malheureux, mais il en est ainsi. Le principe veut que lorsqu'il n'y ait pas de mort, lorsqu'il n'y a pas de sang qui coule, lorsqu'il n'y a pas trop de dégâts, lorsqu'il n'y a pas de tragédie, eh ben les projecteurs de la communauté internationale ne sont pas braqués sur toi, sur ton pays. Parce qu'il y a plus grave ailleurs, il y a plus urgent ailleurs. Et c'est vrai que la situation de l'Iran, elle est plus urgente que celle de l'Algérie. La situation de l'Éthiopie, elle est plus urgente. La situation en Égypte ou au Soudan, elle est plus urgente. Il y a beaucoup plus de répression meurtrière dans ces pays-là qu'en Algérie. Le régime algérien a calculé son coût. C'est un régime profondément machiavélique que nous avons sous-estimé. Il réprime, il met les opposants en prison. Il torture un petit peu, mais il ne torture pas beaucoup. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas massif. En tout cas, il n'y a pas eu de preuves matérielles qui ont été réunies pour démontrer que le recours à la torture et aux violences physiques était systématique. Du coup, pour la communauté internationale, comme pour les instances de l'ONU, comme pour des ONG comme Human Rights Watch ou de grandes ONG internationales, l'Algérie reste un sujet de second plan, un problème de second rang. Un foyer de tension qui n'est pas réellement encore dangereux. Parce que des limites rouges n'ont pas été dépassées. Le régime algérien jongle avec les limites rouges. Et c'est en jonglant dans sa répression massive avec les lignes rouges qu'il arrive à s'en sortir et à s'éviter les foudres et les critiques et les sanctions de la communauté internationale. Oui, il a emprisonné des journalistes. Il emprisonne un journaliste ou deux. On les relâche. Oui, il d'autres. Oui, il Khaled Darani pendant une année, ensuite il relâche. Il a Mouloudji, il a Qadi Hassan, il fait des condamnations à mort, il supprime. Il jongle toujours. Il jongle avec les limites rouges. Il flirte avec les limites rouges qui sont fixées par la communauté internationale. Et bien sûr, il profite des foyers de tension et des intentions qui sont des foyers de tension et du fait que l'attention de la communauté internationale est monopolisée par d'autres dossiers, d'autres problèmes, comme le dossier iranien, comme le dossier ukrainien, comme le dossier yéménite ou libyen. Donc il se dit que la communauté internationale n'a pas le temps de parler de moi. Donc il profite de ce monde troublant, de cet ordre géopolitique qui est en bouleversement en ce moment, pour réprimer, pour écraser ses adversaires, ses opposants, ses détracteurs, et emprisonner les journalistes et en finir avec les libertés publiques. C'est une tactique machiavélique. Cette tactique machiavélique fonctionne parce que le Hirak, et ça c'est la troisième raison, la première raison, parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas du sang qui coule en Algérie, donc la communauté internationale ne va pas s'intéresser à l'Algérie. Il faut être sincère, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. De deux, que la répression elle demeure intelligente et machiavélique et elle flirte avec les limites rouges. De trois, la grande erreur du Hirak, c'est qu'on a fait du problème algéro-algérien. Le Hirak lui-même était contre l'ingérence étrangère. Le Hirak lui-même et l'opposition algérienne diabolisaient la France, elle diabolisait l'Occident. Les rares opposants algériens qui voulaient aller au Parlement européen, ou là parler avec l'Élysée en France, ou là avec les États-Unis, ou là Washington, ou là avec les grandes puissances mondiales, ont été taxés de traîtres, de pro-marocains, de pro-israéliens. Dès le départ, nous n'avons pas voulu internationaliser la cause de l'Algérie. À savoir cette cause du changement politique, la cause du Hirak, une nouvelle Algérie, un état de droit, une justice sociale, alternance au pouvoir, changement démocratique et transition démocratique. Dès le départ, les Algériennes et les Algériens n'ont pas voulu d'une médiatisation à l'étranger, ni d'une internationalisation de leur cause. Et celui qui a voulu internationaliser cette cause a été taxé de traître, ou là a été rejeté par le Hirak lui-même. Pire encore, le Hirak a eu un discours qui diabolisait l'Occident. On a diabolisé la France. Quand tu diabolises Emmanuel Macron et tu compares les généraux algériens aux généraux du colonialisme français et tu dis que Macron est complice, que Macron est assassin, qu'il est l'ami des généraux, et ben Macron a fini par être l'ami du régime algérien. Le Hirak, c'est un mouvement de fou. C'est pas un mouvement qui est structuré. Le Hirak avait donné l'impression que c'était un mouvement populiste, il est guidé par des islamistes. Comme les printemps arabes ont donné naissance à des régimes islamistes en Tunisie, en Égypte et ailleurs, ils se sont dit, mais attention, peut-être que les islamistes vont en profiter. Et comme certains slogans du Hirak étaient franchement proches de l'idéologie des frères musulmans et une haine de l'Occident, un discours anti-français notamment et anti-Occident, qui était proche, qui rappelait un petit peu les positions de certains mouvements islamistes, ben l'Occident l'a pris peur. Ok, le régime algérien c'est un régime de criminels, tous les généraux sont vieux, des voleurs et corrompus. Mais l'Occident préfère des généraux corrompus et violeurs ou la voleur qu'un régime islamiste qui va s'emparer des richesses de l'Algérie et qui sera à une demi-heure des frontières du sud de l'Union européenne.
Donc le Hirak n'a rien fait pour assurer la communauté internationale, n'a rien fait pour aller à la rencontre de la communauté internationale, n'a rien fait pour internationaliser la cause, excepté quelques rencontres, quelques ONG, excepté les rassemblements se faisaient uniquement en France et un petit peu à Genève. Mais le discours, même les rassemblements qui ont été faits en fait public, étaient contre Macron, contre les autorités françaises. Comment tu veux que quelqu'un t'aide si tu le diabolises toi-même et tu lui demandes de ne pas intervenir et quand tu es réprimé ou là tu es emprisonné ou là tu es écrasé par la machine de la répression, tu lances maintenant un appel à l'aide de la France et tu veux que la France et la communauté internationale ou les autres pays du monde s'intéressent à toi. Je parle de la France parce que c'est le pays, la puissance mondiale la plus proche de nous, c'est là où il y a 5 millions d'Algériens en France, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, un pays influent au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies, ça aurait pu être le tremplin pour internationaliser bien comme il faut la cause de l'Algérie. Bien sûr, il y a d'autres pays. Au Canada, les Algériens ont essayé. Aux États-Unis, très peu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Algériens. On ne maîtrise pas l'anglais. Très peu de contenus ont été édités en anglais. Le Hirak n'a pas fait une promotion internationale de ses principes, à quelques rares exceptions. Il n'y a pas eu de production politique, idéologique, intellectuelle pour expliquer le problème algérien en anglais ou là à la communauté internationale. En maintenant le problème algéro-algérien, ce problème a été très facile à gérer pour le régime algérien, qui en a profité de cette défaillance pour réprimer en silence et qui a profité donc des troubles géopolitiques dans le monde aujourd'hui pour continuer de réprimer dans un silence total. Et les gens ne s'intéressent pas pour l'Algérie, ça peut être pire. S'il y a un changement, là, il y aura des islamistes, il y aura un régime encore plus rétrograde. Et l'échec des printemps arabes a continué aussi à faire peur un petit peu aux autorités, à la communauté internationale et aux pays occidentaux. Au moins, voilà, ils ont des peuples. Au moins, c'est un régime stable, c'est un pays stable. Il n'y a pas de guerre comme en Libye, il n'y a pas de guerre comme en Syrie, comme en Yémen, etc. Malheureusement, les opposants algériens, les démocrates algériens n'ont pas su comprendre cette grille de lecture qui est importante et fondamentale, encore une fois, pour comprendre fondamentales pour essayer de déboulonner un régime autoritaire. Un régime autoritaire, il est toujours de l'avance sur nous parce qu'il profite de la faiblesse de la société qu'il domine. Un dominateur domine parce qu'il profite de la faiblesse du dominé. Et tant que le dominé ne se rend pas compte de ses faiblesses et de ses défaillances, il ne pourra jamais s'émanciper de son dominateur.